Bonjour à tous et bienvenue dans les podcasts de Logan, une série dédiée au monde du numérique. Chaque mois, j'ai la chance de recevoir comme invités des professionnels du marketing, de la communication, de la finance, de l'entrepreneuriat et de diverses choses liées autour du monde du numérique et du digital. C'est pour vous l'occasion d'apprendre, de découvrir et d'échanger sur tous ces sujets passionnants. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un épisode un petit peu particulier, différent des précédents. Nous sommes la rentrée, nous sommes le mois de septembre, disons le 30 septembre, et je me suis dit, tiens, on a eu des podcasts avec un pilote, plusieurs épisodes avec des invités très intéressants, mais au final, beaucoup d'entre vous ne me connaissent pas. Et donc, je me pose la question à savoir, ai-je réellement la légitimité de faire ce genre de podcast sur le monde du numérique ? Ce podcast sera donc un petit peu plus court que les autres, tant mieux certains me diront, dommage d'autres me diront, mais ça permettra de mettre en lumière un petit peu qui je suis, mes expériences, mes ressentis par rapport au monde du numérique. Et aussi, je vais en profiter pour parler un petit peu des à côté, les passions, les choses qui vraiment m'animent et comment je les lie justement avec ce monde du numérique. Vous êtes prêts ? C'est parti. Comme le nom du podcast l'indique, je m'appelle Logan. Nous sommes en 2021 et je vais sur mes 35 ans. Je suis diplômé d'une école de commerce lycéenne. J'ai fait le bachelor SUPEST, donc une licence en commerce international doublée d'un bachelor en management. Et je suis parti directement m'installer en Irlande pour commencer ma carrière. J'ai commencé ma carrière dans l'export, le but étant de mettre en place une marque de lunettes française dans la circonscription de Dublin. Et suite à ça, j'ai pu me faire diverses expériences dans différents domaines, toujours sur l'Irlande, en restant dans la restauration, dans le site internet, etc. Car j'ai eu la chance de rencontrer là-bas une personne du prénom de Peter, un Polonais ou un Tchèque, je ne sais plus. Et ce Peter-là avait un concept très simple. Il développait un site qui permettait au bed and breakfast de pouvoir avoir un système de réservation en ligne, etc. Il faut dire qu'à l'époque, Airbnb, tout ça n'existait pas. Et travailler avec deux de ses collègues de classe. Donc lui habitait en Irlande, s'occupait de manager le projet. Il y avait 2 développeurs, un qui s'occupait du back, un qui s'occupait du front. Et il cherchait du coup une force commerciale pour pouvoir commercialiser ce concept en Irlande. Je lui ai proposé du coup de me joindre à lui, j'ai commencé à démarcher les bed and breakfast et c'était tout bénef parce que ça coûtait à peu près 400 € par personne, hein. Donc il avait ses 2 développeurs, ça lui revenait à 800 € par mois, plus lui ses charges à lui, pour faire développer la solution qui vendait au bed and breakfast. De mémoire, ça devait être quelque chose comme 7000 €, plus après derrière les frais de maintenance. Donc on va pas se mentir, ça a fait un carton complet. Et les soirs, j'en profitais pour regarder un petit peu comment il faisait le développement. Il m'apprenait des petites bases, donc vraiment sur des choses très simples, du HTML, les bases du CSS, etc. Et je trouvais ça passionnant parce qu'il y a une logique derrière, moi qui ai un esprit très logique. Il y a une logique derrière qui est relativement intéressante. Mais voilà, ça a été des bases vraiment à premier pas, on va dire, dans le digital, mais ça n'allait pas plus loin. Je suis rentré en France en 2009 après la crise de 2008 et j'ai intégré en 2011 une boîte à Paris qui avait un projet de développer une complémentaire santé pour les expatriés aux États-Unis. Donc j'ai suivi ce projet-là, je suis rentré dans le service marketing opérationnel, où là j'étais vraiment dans la création de documents, la création de publicités, on était vraiment dans le créatif, hein, quelque chose qui me plaît beaucoup, et vous comprendrez pourquoi après. Pendant 1 an et demi, on a mis en place ce projet, malheureusement, réforme Obama, le projet est tombé à l'eau. Et du coup, je ne suis pas resté dans l'entreprise, j'ai suivi ma compagne qui, elle, est rentrée dans les Vosges. Ça fait maintenant une paire d'années, 2013.
Arrivé là-bas, dans les Vosges, petite remise en question, je me suis dit voilà, il y a une expérience, machin, tout ça qui était intéressante, mais j'avais toujours cette idée de site internet qui restait dans ma tête, et par opportunité professionnelle, surtout commerciale, via mon réseau professionnel, j'ai eu des demandes de gens qui me disaient bah tiens, tu t'intéresses à ça, est-ce que ça te dirait de me faire un site internet histoire de te faire la main, patati patata. Et je me suis dit pourquoi pas, allez, on se met en micro-entreprise et on attaque. Et là par contre, je me suis mis vraiment dans le développement pur et dur, pas de framework, rien du tout, vraiment base CSS, HTML, pas du tout de JavaScript parce que j'y connaissais rien du tout. On était vraiment dans les débuts des sites dynamiques, 2013, et pas de PHP ou très très peu de PHP, vraiment des choses très simples quoi. Ça a plutôt bien marché, mais je me rendais compte d'une chose, c'est que quand je livrais un site internet, au bout de 1 ou 2 ans que je travaillais dans ce domaine-là, je me rendais compte que quand je livrais un site internet, derrière, les gens étaient un petit peu déçus, quoi, parce que même si le site correspondait à leurs attentes, ils disaient tout le temps ouais, mais personne va le voir, personne va sur mon site, ou j'ai très peu de visites, ou j'ai très peu de contacts via ce site. Et donc je me suis posé la question, je me suis dit mais pourquoi ça ne marche pas ? Qu'est-ce qui va pas ? Et c'est là où on était toujours dans les années 2013, 2014, 2015, les réseaux sociaux vraiment explosaient au niveau des fréquentations. Donc on avait Facebook qui était très très présent, avec derrière Insta et suivi de Google+ à l'époque, qui lui n'a pas tenu. Mais quoi qu'il en soit, on avait quand même un Facebook très présent, et je me suis intéressé à comment faire venir du trafic sur le site depuis Facebook. Et en fait, il y a un truc qui existe, qui est incroyable, ça s'appelle la stratégie digitale, qu'aujourd'hui on renommera de stratégie numérique. Mais à l'époque, moi, c'était une nébuleuse, je ne connaissais pas, je ne comprenais pas. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais m'y intéresser, je vais regarder un petit peu. Et voilà comment j'ai commencé mes premiers projets en disant, je vous fais un site internet, je vous propose d'animer vos réseaux sociaux pour amener des gens sur votre site internet. On peut peut-être s'intéresser aussi aux campagnes d'emailing, etc. Et donc, je me suis formé, j'ai regardé comment ça fonctionnait, etc. pour pouvoir comprendre tout cet univers du numérique, à savoir l'élément central à l'époque étant le site internet, comment amener du trafic sur ce site. Et j'ai décidé au final de me spécialiser que dedans, donc faire beaucoup moins de sites internet et faire plus de stratégie. Ça a été une expérience relativement intéressante. Après, et d'ailleurs c'est quelque chose qui a été évoqué avec Alain sur le podcast de pourquoi être sur Internet en 2021, pourquoi une entreprise doit-elle être sur Internet en 2021, je me suis rendu compte que 80% de mon job, c'était de la pédagogie. C'était expliquer, faire comprendre, etc. Et malgré que je sois quelqu'un de relativement pédagogue, qui adore montrer, expliquer. J'ai la chance de pouvoir tous les jours, moins maintenant, mais quand même pouvoir enseigner en licence qu'est-ce que la gestion de projet, l'anglais, etc. Donc avoir un côté très pédagogue. Je trouvais que ça me demandait beaucoup d'énergie. Et au final, le gain derrière n'était pas si énorme. Autant être prof pour pouvoir dépenser cette énergie et gagner sa vie. Là, c'était vraiment beaucoup de pédagogie pour au final peu de contrats ou alors des projets qui étaient malheureusement peu rémunérateurs au final. Là, je parle vraiment d'un point de vue monnaie. Je parle pas du tout d'un point de vue humain, parce que d'un point de vue humain, je trouvais que cette pédagogie était géniale. Mais ça prenait beaucoup trop de temps pour au final peu de gains. Donc je me suis dit, on va se remettre en question. Voilà, ça c'est l'histoire de ma vie, la remise en question. C'est beaucoup de changements professionnels. Je prenais des opportunités aussi, comme j'ai eu la chance pendant toute cette période de 2013 à aujourd'hui, j'ai eu la chance de travailler comme commercial dans le domaine du transport, où on vendait des solutions pour les transporteurs. C'était toujours du numérique, c'était une plateforme d'achat-vente de fret pour que les transporteurs puissent remplir leurs camions ou
et éviter de rouler à vide, ou s'ils avaient trop de marchandises et pas assez de camions, pouvoir faire sous-traiter d'autres transporteurs. Enfin, ça restait quand même dans le domaine du digital. C'était passionnant. Le monde du transport est un monde absolument passionnant. J'ai pu être aussi responsable marketing d'une entreprise industrielle locale, chez moi dans les Vosges, une belle grosse boîte industrielle où j'ai eu cette expérience-là pendant 1 an et demi. Je garde malgré tout mon indépendance, mais ça reste quand même des super belles expériences. Mais voilà, ma remise en question perpétuelle fait que je vais dans différentes choses, je reste peu. La seule chose à laquelle je reste, c'est fidèle à moi-même. Et du coup, je me suis remis en question dernièrement, avec le confinement qui est arrivé, etc. Je me suis dit, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'ai envie de faire, où je veux aller. Et c'est là où je me suis rendu compte, en fréquentant un incubateur près de chez moi, qu'il y avait quelque chose quand même qui était très demandé et qui correspondait aussi à quelque chose que j'aime beaucoup, c'est le développement. Il y a beaucoup de projets, beaucoup d'idées, des gens qui ont des superbes idées, mais qui malheureusement n'ont pas forcément les compétences internes pour pouvoir développer leurs idées. Là, on parle vraiment de développement d'applications, développement web, site internet, etc. Et je me suis dit, voilà, moi j'ai déjà fait des sites internet, je trouvais ça passionnant. La stratégie digitale, aujourd'hui, en 2021, il y a énormément de monde qui font ça. Et c'est très bien, il y en a qui le font très bien. On a la chance d'avoir de très belles boîtes et de très beaux indépendants moi je suis d'Épinal, donc sur Épinal, environ Nancy, Strasbourg, Metz, etc. On a de très belles choses. Et je me suis dit, moi j'ai pas envie d'aller là-dedans, j'ai plus envie de faire ça. Je préfère faire des choses qui demandent plus de logique, plus de travail entre guillemets physique, c'est-à-dire faire bouger les doigts. On va pas se mentir, on n'est pas dans un métier du bâtiment, bien évidemment. Mais il y a cette côté architectural, logique qui me plaît beaucoup. Et je me suis dit, tiens, et si j'allais là-dedans, si j'allais dans le développement, j'en ai fait un petit peu. Entre-temps, j'ai pris quand même en skill en travaillant sur le PHP. Et j'ai profité du confinement pour me former sur un framework. Donc ceux qui sont un peu plus techniques comprendront. Je me suis intéressé à Symfony, je me suis intéressé à Vue.js, donc j'ai appris aussi un nouveau langage, le JavaScript, qui sont des choses qui sont accessibles, qui quand on prend le temps permettent de faire des choses top, pro, propres, en apprenant assez rapidement. Donc voilà, et aujourd'hui, je me suis dit, voilà, c'est ça que je veux faire. Je veux faire du développement, je veux pouvoir répondre à des cahiers des charges que des personnes me donneront. Et donc aujourd'hui, c'est avec beaucoup d'assurance que je dis, voilà, je peux développer des applications, des web applications. Attention, je ne fais pas de mobile, je ne fais pas de tablette, tout ça. Bien qu'il y ait une nouvelle technologie que je suis en train d'apprendre en ce moment, que je trouve passionnante parce qu'elle permet de faire du web, du mobile, etc. Je parle de Flutter, bien évidemment, merci Google. Mais quoi qu'il en soit, je me suis dit, voilà, je vais me mettre dedans. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir travailler sur des projets passionnants, de faire du développement en PHP, JavaScript, CSS, HTML, etc. Des nouveaux projets arrivent pour la fin d'année. Et j'ai aussi mon propre projet, perso. Celui-là, je me tarde de vous en parler. Aujourd'hui, je ne peux pas vous en parler parce qu'il n'est pas encore terminé. Ça fait 2 ans et demi que je travaille dessus. Ça fait 2 ans et demi que je travaille dessus. C'est un projet qui ne va pas révolutionner. Attention, je ne suis pas comme beaucoup de personnes dans l'univers de la Startup Nation à penser qu'on peut révolutionner le monde avec son application. Non. Moi, je vais juste apporter une amélioration de quelque chose qui existe déjà et essayer de repenser un petit peu la façon dont on peut gérer les locations de ces biens. J'en dis pas plus. C'est un gros travail de fond qui a été fait. Là, on est dans les dernières lignes de code avant la publication de cette application. Mais je pense qu'il fera office peut-être d'un podcast spécial, un hors-série sur comment gérer un projet, étant donné que c'est la chose que j'enseigne principalement en IUT, c'est la gestion de projet. Comment gérer un projet de l'idée à la confection du cahier des charges
à la sortie, ce qu'on appelle la mise en production de l'application. Je pense que ça, c'est quelque chose qui pourrait intéresser des gens qui sont dans l'univers startup ou même pas, hein, et qui veulent mettre en place une application dédiée au public, dédiée aux professionnels, ou même simplement mettre une application au sein de leur entreprise. Ça, je travaille beaucoup, c'est ce qu'on appelle des applications métiers. C'est ce que je fais beaucoup en ce moment. Ça aussi, c'est passionnant parce que derrière, c'est quelque chose qui permet aux entreprises de gagner en productivité. Donc, inconsciemment, ils comprennent l'importance du numérique et de digitaliser son entreprise. Et du coup, ça permet derrière une ouverture sur tout ce qui est réseaux sociaux, site internet, tout ça. Donc, on garde quand même une carte pédagogie, hein, malgré tout, sur les différentes choses qu'on fait quand on est dans le développement d'applications. Donc, je garde un petit pied dans la pédagogie, un petit pied dans la stratégie digitale. Voilà. Donc oui, pour ma part, c'était le choix du développement, faire une application pour moi que je vais bientôt commercialiser et pouvoir répondre à des cahiers des charges. Et voilà, aujourd'hui, j'en suis là. Je suis content, je m'épanouis. Ça fait maintenant, on va dire, ça fait depuis officiellement 2013 que j'apprends le développement. Ça fait sérieusement 3 bonnes années que je m'intéresse vraiment en suivant des youtubeurs de qualité. On ne citera pas Graphicart, Benjamin Code par exemple, tous ces gens-là qui sont sur différents segments mais qui me permettent de vraiment apprendre et m'améliorer. Underscore qui fait des podcasts absolument incroyables sur justement le monde du numérique et tout le monde du code. Qui est un super youtubeur aussi. Voilà, tous ces gens-là sont des gens qui m'inspirent, qui m'ont donné aussi envie de me lancer dans le podcast. Et ça permet aussi de me former. Ce que j'explique à mes élèves ou à des gens qui sont intéressés pour s'auto-former ou apprendre à coder, moi, c'est quelque chose qui me prend... Je pense que c'est quasi quotidien. Je regarde toujours une petite vidéo par jour, ça peut durer 20 minutes, ça peut durer 1 heure sur une nouvelle technologie, sur des nouveautés, sur les frameworks que j'utilise, etc. Je pense que l'auto-formation, aujourd'hui, ça représente quasiment 3 à 5 heures par semaine de formation. Des fois, le dimanche, je me fous dans mon canapé, je prends ma tablette, je laisse madame regarder Netflix et je me bouffe des heures de tutoriels sur tel plugin, telle chose, tel framework, etc. Et j'en apprends énormément. Ça m'arrive même des fois de revoir des formations, comme par exemple, il y a une excellente formation en 3 vidéos d'1 heure de Lior Shamla. Vraiment, je le conseille. Lior Shamla, qui est un excellent professeur aussi, surtout dans le PHP, React, etc. Il y a une formation dans 3 vidéos d'1 heure sur Symfony, le framework PHP. Et du coup, moi, je le regarde. Je crois que j'ai déjà dû voir au moins 4 ou 5 fois cette formation-là. Parce que c'est toujours bon de s'en remettre dedans. Ça me donne des idées aussi. Des fois, je développe une appli et je me dis, tiens, y a telle chose que je pourrais faire, telle fonction, rajouter tel module. Et en regardant une formation où il va mettre, par exemple, comment faire un chat avec telle technologie, je me dis, bah tiens, ça, c'est quelque chose que je peux intégrer. Je n'avais pas forcément pensé, mais en regardant le tutoriel, je me suis dit, bah voilà, je vais intégrer ça. Et c'est comme ça que j'améliore mes applications. Je regarde énormément du UX aussi, design, avec des youtubeurs souvent américains, mais j'ai cité notamment... non, je ne l'ai pas cité, il y a Basti UI, qui est excellent sur tout ce qui est UX et UI, surtout UI, hein, comme son nom l'indique, et qui permet de pouvoir... monter en compétence sur du codage et de la création d'applications. Donc voilà, c'est ma façon de travailler. Je me forme énormément, je me remets en question énormément, ce qui permet derrière, des fois, sur une application, de repartir, même souvent, à zéro, pour pouvoir améliorer, repenser la chose. L'application dont je parle et dont je ferai un podcast plus tard sur le projet que j'ai là depuis 2 ans et demi, je dois en être officiellement à la V3, voire la V4. J'ai commencé à développer avec du PHP simple l'application. Aujourd'hui, j'ai créé un mélange de framework entre une base back-end, PHP avec Symfony et du front-end avec Vue.js.
Donc voilà, je mélange JavaScript, PHP, et ça me permet derrière de pouvoir garder un pied dans le PHP, de m'intéresser au JavaScript, mais entre-temps, on est passé sur 2 ou 3 versions, ce qui veut dire que la version 0 qui va sortir sera en fait une 0.4, quoi. Parce qu'on est déjà à la 4e refonte de tout, puis je refonds en profondeur. Et quand elle sortira en prod, je m'interdis pas de faire une V5 pour peut-être repenser encore mieux l'appli. Je me suis même dit pourquoi pas passer en NoSQL. Qu'est-ce qu'on appelle le NoSQL pour les néophytes? C'est en gros passer par des bases de données comme chez Google, Firebase ou Amazon AWS, là. Amazon qui propose des bases de données qui ne sont pas un cheminement classique SQL, comme des bases de données en SQL qu'on trouve sur quasiment tous les serveurs aujourd'hui. Là, on est... Enfin, je dis SQL parce que je synthétise. Hein. Je sais que les gens qui sont professionnels là-dedans sont en train de s'arracher les cheveux en disant « Mais il dit n'importe quoi !» Non, c'est pas ce que je veux dire. Il y a des sous-catégories dans le SQL, etc. Là, on est sur des technologies différentes, qui ont un système de fonctionnement différent, qui sont des fois plus efficaces, mais qui engendrent des coûts différents aussi. Par exemple, j'ai une base de données MySQL sur mon serveur reliée à mon site internet. Je vais alimenter mon site internet, alimenter mon application. Ça va alimenter la base de données MySQL qui, elle, va prendre de la place sur le disque dur. Mais bon, au final, si j'ai un disque dur assez important sur mon serveur, qu'elle prenne un petit peu ou beaucoup de place ou qu'il y ait beaucoup de trafic, ça change rien. Mon coût est toujours le même. Si mon serveur me coûte 60 € par mois, il coûtera toujours 60 € par mois que j'ai un utilisateur, 1000 utilisateurs, 100 000 utilisateurs. Tant que le serveur peut tant que le serveur peut contenir toutes les informations qui lui sont envoyées, c'est toujours 69 € par mois. Le NoSQL dont je parle, par exemple, si je prends l'exemple de Firebase de Google, on est sur quelque chose où la base de données évolue en fonction de son utilisation. C'est-à-dire que je vais payer un coût en fonction de l'utilisation. Si j'ai un utilisateur qui l'utilise une fois par semaine, ça me coûtera 0 parce qu'il y a une base qui est gratuite, mais grosso merdo, ça me coûtera 0. Si par contre j'ai 100 000 utilisateurs, dont 5 ou 7 000 qui sont connectés tous les jours en permanence sur mon application, là il y a un tarificateur qu'on peut utiliser chez Google, mais ça me coûtera beaucoup plus de sous. Ça pourra très bien me coûter 20 € par mois, 60 € par mois, 150 € par mois. Si le mois... je sais pas moi, le mois A, il y a 3 utilisateurs, ça me coûte 0. Le mois B, j'ai 100 000 utilisateurs, ça va me coûter, je sais pas, je dis n'importe quoi, les chiffres ne correspondent pas du tout à la réalité, mais 150 €. Le mois d'après, j'aurai peut-être que 20 utilisateurs, donc ça me recoûtera 0. Le mois suivant, j'aurai 1000 utilisateurs, ça me coûtera 5 €. Enfin, vous voyez, ce qui veut dire qu'on peut pas en fait se dire, ce coût-là, c'est 60 € par mois, ciao. C'est ça que je compte dans mon bilan. Et c'est tout. Non, là on est vraiment dans quelque chose où ça varie en fonction de l'utilisation. Donc après, il y a un roulement à faire. Hein. Une fois qu'on a commencé à utiliser le truc, on peut estimer les coûts grâce au calculateur de Google ou d'Amazon, etc. Mais voilà, je m'interdis pas, parce que j'ai fait une grosse parenthèse pour que tout le monde comprenne, mais je m'interdis pas de revenir sur ce type de base de données, ce qui veut dire que mon application passerait sur une 4e ou 5e mise à jour, quoi, une 5e version. Voilà. Donc ça, c'est pour ma partie professionnelle. Nous sommes à peu près à 20-23 minutes. Je vous ai expliqué comment j'en suis arrivé là, quelle est ma légitimité avec mes différentes expériences. Je ne suis pas rentré dans le détail, mais au moins vous comprenez ma personne. J'aime beaucoup les gens, j'aime beaucoup échanger aussi, et c'est ces diverses expériences, le fait d'avoir vécu à l'étranger, tout ça, qui m'a permis vraiment d'apprécier l'être humain et de pouvoir garder quand même un semblant de contact, et qui m'a poussé à faire ces podcasts. Je sais pas si c'est très clair, mais il faut savoir que moi je me comprends. Et du coup, voilà. Là, j'ai envie de passer sur autre chose, j'ai envie de passer dans la deuxième partie.
J'espère que je vais pas faire aussi long que la première. Normalement, non. Mais je vais en profiter pour ceux qui en sont là dans le podcast pour vous détendre un petit peu. Je sais pas si vous êtes dans votre bagnole, au boulot ou quoi que ce soit. Mais je vais vous parler un petit peu musique. Parce qu'il faut savoir que moi, dans ma vie, j'ai une passion pour la musique depuis que je suis un bébé. Je fais de la musique. Alors, j'ai envie de me vanter un petit peu et de dire que je suis un multi-instrumentaliste, mais je fais la base, quoi. Je fais de la guitare, de la basse, du piano un petit peu, de la batterie un petit peu, et c'est tout. Je pense que je suis pas mal en triangle, mais j'ai jamais trop eu l'occasion de travailler avec. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que je fais plusieurs instruments qui me permettent de pouvoir faire du rock tout seul, comme un grand, et de me débrouiller tout seul. Aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, j'ai joué dans plusieurs groupes. Des groupes de musique qui sont certes restés amateurs, mais avec qui j'ai eu des belles expériences de scène. Et depuis maintenant 3 ans, j'ai monté un projet solo qui s'appelle, attention, un nom incroyable, Logan, qui s'écrit L0G4N, qui est trouvable d'ailleurs sur Spotify, pour ceux qui écoutent le podcast sur Spotify, qui est trouvable sur YouTube aussi, pour ceux qui regardent le podcast sur YouTube. J'ai fait ça donc à la base parce que j'ai un studio d'enregistrement à la maison, ce studio que j'utilise actuellement pour enregistrer mes podcasts, et je me suis dit tiens, ça pourrait être sympa que je m'amuse à faire ma propre musique agencée de A à Z. J'ai travaillé sur un projet magnifique. Un projet qui a commencé en 2017 et qui est sorti en 2019. Donc ça fait pas 3-4 ans, ça fait maintenant 5 ans que j'ai mon projet Logan. Et j'ai sorti un premier album dans l'univers rock toujours, assez éclectique je dois l'admettre, qui s'intitule Send Nudes, qui est une grosse référence bien évidemment à l'univers de la pop culture, qui fait partie de mes passions. En aimant le numérique, on frôle forcément avec la pop culture, donc tout ce qui touche l'univers des films, séries, internet, les mèmes, les YouTube, les animés, enfin vraiment tout cet univers-là, la pop culture. Et moi j'adore ça. Et du coup cet album est un concentré de pop culture, d'autobiographie un petit peu, et plein d'autres choses. Et l'intérêt de cet album-là, c'est que je l'ai fait complètement maison. J'ai eu la chance de pouvoir faire masteriser 2-3 morceaux dans un studio grâce aux dons des gens qui ont soutenu le projet. Mais surtout, ce qu'il y a à retenir dans ce projet-là, dans cet album-là, c'est que j'ai composé et enregistré une douzaine de morceaux avec 21 musiciens. Il y a tout, il y a guitare, chant, batterie, basse, guitare, j'ai violon, violoncelle, flûte traversière, bodhrán, qui est un outil de percu celtique, flûte irlandaise, harpe, si je ne l'ai pas déjà cité, du piano, enfin il y a vraiment de tout. Il y a de tout, et du coup ça a permis de faire un album relativement éclectique, mais qui reste quand même dans le domaine du rock, et c'est une grosse fierté pour moi. C'est un album qui est disponible donc sur Spotify, enfin sur toutes les plateformes de streaming, qui est distribué gratuitement, qu'on pouvait télécharger, mais je crois que mon site est tombé parce que je ne l'ai pas maintenu un jour, mon site musique, mais on peut le télécharger gratuitement sur le site. Si ça vous intéresse, je mettrai le lien dans la description de la vidéo YouTube. Et c'était un beau projet, donc là je suis en train de travailler sur le 2e album, et je me suis dit rien de mieux pour pouvoir vous montrer qu'est-ce que j'aime, rien de mieux que de vous faire écouter. Donc là je vais vous laisser avec un morceau de l'album, Lady Power, que j'ai enregistré avec Pauline Barbe, et ce morceau-là est relativement calme, on est dans du pop rock. Voilà, donc je vous laisse le découvrir, et puis surtout, n'hésitez pas dans les commentaires et sur LinkedIn, parce que je publie toujours sur LinkedIn les sorties de podcasts, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Bonne écoute. May I tell you something, even if I can't speak to you, to this day I think I know all the pain I'm going through. It's like you don't know
Lady Power de Logan avec Pauline Barbe. Vous êtes sur Radio Rock. Ouais, donc voilà à peu près, ça vous donne une idée du style de musique. Bon, il y en a d'autres qui sont un petit peu plus hard, d'autres qui sont un petit peu plus calmes. Mais voilà, un des premiers points dans mes passions, ça reste la musique que je pratique depuis de nombreuses années et dont je suis fier aujourd'hui de pouvoir partager avec vous. Il y a d'autres passions que j'ai. Alors, il y en a certaines qui sont pas, qui sortent pas du lot. Vous allez me dire, ouais, ça, tout le monde a ces passions-là. Comme par exemple, je suis, comme vous l'avez compris, un pop culture, donc j'adore tout ce qui est séries, films, etc. Je suis un grand cinéphile. J'aime beaucoup la photographie. Voilà, ça c'est un autre aspect de mes passions, une autre de mes passions que je pratique énormément aussi. Et donc c'est cette passion-là qui me permet de coupler qui me permet de pouvoir apporter des compétences supplémentaires et de coupler avec la conception de site internet, parce que pour certains de mes clients, je leur propose de faire des shootings des lieux de travail, des moments de vie dans l'entreprise, avec des salariés qui travaillent, avec l'équipe, etc. Et donc ça permet de pouvoir faire des visuels pour les entreprises qui soient vraiment qualitatifs. Donc voilà, moi j'aime beaucoup tout ce qui touche autour du corps humain. Donc souvent c'est des choses qui ressortent dans mes paroles ou au niveau de la photo. Donc il y a beaucoup de portraits, beaucoup de, je vous dis, de moments de vie, de choses comme ça. Je suis moins intéressé par les natures mortes, les paysages, les choses comme ça. J'en fais un petit peu, mais c'est pas ce qui me titille, quoi. Voilà, donc ça, même chose, tout sera dans les réseaux sociaux, en lien sur la vidéo YouTube. Mais au moins, ça permet de voir un petit peu tout ce que je fais. Donc ouais, vraiment en passion, je dirais musique, photo sont les deux que je pratique encore aujourd'hui beaucoup. Après, jeux vidéo, séries, films, etc. C'est des choses que je fais quand j'ai un petit peu de temps libre. Je donne moins de priorité avec ça, mais j'aime toujours une bonne petite partie d'Assassin's Creed ou regarder un bon petit film d'horreur, parce que je suis très film d'horreur, très science-fiction. Seigneur des Anneaux, Harry Potter sont vraiment deux classiques que je me faisais, parce que j'ai moins le temps, mais que je me fais au moins encore une fois tous les 2 ans, si je peux. Et au niveau à côté, j'aime bien la lecture aussi. Alors moi, j'ai une lecture très spécifique, c'est soit polar, donc ça va, ça parle à tout le monde, ou vraiment du fantasy, je sais pas, on va dire de l'horreur. On va mettre plutôt dans l'horreur. Pour les plus anciens, tout ce qui se rapproche de Lovecraft. Qu'est-ce qu'il y a ? Lovecraft, Edgar Allan Poe par exemple, Alan Edgar Poe, je mélange toujours les deux noms. En plus récent, on a du Stephen King par exemple. Voilà, sont tous des auteurs que j'adore lire. Polar, on aura du Connelly, toutes ces choses-là, mais c'est des lectures que j'aime assez. Le polar, ça se lit bien parce que c'est un petit poche, et puis voilà, les autres demandent plus de temps. Et depuis quelques temps, moi qui joue beaucoup aux jeux vidéo, forcément, j'ai été happé avec la hype du sorceleur Witcher. Donc du coup, je suis en train de lire Les Sorceleurs. Je vous cache pas que c'est une lecture où j'ai du mal de me mettre dedans, mais ça me permet de mieux comprendre le lore, donc l'univers du sorceleur. Mais ça reste quand même quelque chose d'assez appréciable, bien que ce soit moins ma tasse de thé, quoi. En fiction ou en fantasy, j'étais plutôt les Harry Potter en bouquin. Voilà, ça c'est quelque chose qui se lit très très bien. J'ai jamais lu Les Seigneurs des Anneaux, je sais, pareil pour les grands passionnés, c'est intolérable. Mais au bout d'un moment, il faut choisir. Et moi, je préfère l'horreur. Voilà, même en bouquin, c'est des choses qui me font un peu plus frétiller. Je pense qu'on a fait un bon tour sur d'abord l'aspect professionnel, parce que c'est avant tout ce qui nous intéresse aujourd'hui. Là, on va dire que c'est un petit peu le podcast narcissique, mais c'est intéressant. C'est intéressant de pouvoir comme ça vous exposer un petit peu ma façon de fonctionner,
mes inspirations, etc. Je donne du contenu aussi parce que ça va vous permettre peut-être que dans les auditeurs, il y a des gens qui s'intéressent au développement ou à l'UX, UI ou des choses comme ça. Et je pense que c'est intéressant de voir directement avec des pros. Donc n'hésitez pas à regarder les youtubeurs que j'ai cités. Vraiment, c'est des mines d'informations. Musique, j'espère que le morceau que je vous ai montré vous a plu et vous donne envie d'en découvrir un petit peu plus. En tout cas, moi, c'est toujours un plaisir de partager de la musique, surtout que je fais ça, étant donné que c'est une passion, je fais ça vraiment gratuitement, bénévolement, et c'est un vrai plaisir de la partager. Donc tous les retours, qu'ils soient positifs ou négatifs, sont bons à prendre. Et puis voilà, là, je pense qu'on a fait un petit tour pas mal. En attendant, moi je remercie la fidélité quand même parce que je suis super content d'avoir des retours sur les podcasts. J'ai pris cet été pour remettre certaines choses en question. Le podcast vont rester quand même similaires au précédent, mais il va y avoir une petite évolution. Il y aura un petit peu plus de travail derrière, etc. Le but étant de vous apporter vraiment des choses qualitatives à chaque fois. J'espère pouvoir poursuivre un par mois, voire en faire de temps en temps plus. Je suis en train de travailler sur un podcast vidéo, mais cette fois-ci vraiment vidéo, avec des caméras, des gens, etc., pour que vous puissiez aussi mettre un visage des fois sur les interlocuteurs. Je n'exclus pas de faire un podcast live. Ça, c'est encore en réflexion aussi. Je me dis que ça pourrait être pas mal de pouvoir échanger sur un sujet précis et qui puisse fédérer, je dirais, des curieux du monde du numérique qui pourraient poser la question avec peut-être 1, 2, voire 3 invités qui soient de milieux différents. Pourquoi pas quelqu'un spécialisé dans l'entrepreneuriat, quelqu'un dans la com, par exemple, et puis une personne dans la finance ou dans le marketing. Je me dis que ça pourrait être sympa, quoi. Comme ça permettrait de pouvoir avoir des échanges d'idées et peut-être que même les intervenants entre eux auraient des choses complémentaires à citer, quoi. Voilà, donc il y a plein de choses en réflexion, il y a plein de projets à venir. Moi, je continue à travailler sur les miens. Vous aurez très prochainement aussi un podcast sur l'application que je suis en train de développer, auquel je répondrai aux questions, je le présenterai sous forme un peu tutoriel, etc. Et ça, j'ai hâte de vous le montrer parce que c'est vraiment un projet qui me tient à cœur. Mais voilà, en tout cas, pour ceux qui l'écoutent via LinkedIn, je vous invite à laisser un commentaire si vous avez des questions ou même des réflexions par rapport à tout ce qui a été dit aujourd'hui. Les gens sur YouTube, pareil. N'hésitez pas à partager. Après, pour ceux qui écoutent sur les plateformes de streaming, merci beaucoup de la fidélité, merci d'écouter. Ce podcast-là était plus à titre informatif, mais j'espère quand même vous avoir appris 2-3 trucs, notamment quand on est venu sur le passage du NoSQL pour comme je disais tout à l'heure, pour les néophytes. Mais voilà, on pourra toujours creuser. S'il y a des choses qui sont pas claires, ça pourra être l'occasion d'un podcast, par exemple. Donc voilà, toute information est bonne à prendre, ne serait-ce que pour la culture générale, et ça permet aussi derrière, quand vous aurez un projet entrepreneurial ou un projet d'entreprise, ou que vous êtes déjà dans un projet, mais que vous n'avez pas forcément tous les tenants et tous les aboutissants, ça vous permet de mieux comprendre, et c'est pour ça que je vous invite, et que je le répète sans cesse, n'hésitez pas à poser vos questions. Voilà. En tout cas, pour ce qui est de moi, j'ai terminé. Je vous ai parlé de ma vie. Je suis content d'avoir échangé ça avec vous. Je vous le redis aussi encore une fois. Je suis quelqu'un qui radote. Ça y est, bientôt 35 ans, je deviens vieux. J'essaye de rester toujours très, très, très sérieux dans mes podcasts. Mais c'est dur. Et du coup, je pense que dans l'évolution des podcasts, il va y avoir aussi des choses qui vont changer. Vous le verrez par vous-même, vous direz, on va tester plusieurs formules, etc. Voilà. Moi, je vous souhaite une bonne continuation, beaucoup de créativité, beaucoup de choses bonnes dans votre vie professionnelle et personnelle. Je vous remercie une fois de plus de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt, au mois prochain, pour le prochain podcast. Au revoir tout le monde.